Shalom. Salam, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un petit test que je propose à Kai. Renouveler, c'est la nouvelle année. C'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé au nouvel an, mais là, il est venu avec des idées fraîches. Juste, et j'ai créé un compte Instagram. Moi, je pense que les journées à Sini... L'air marin, voilà, ça en t'a brume. inspiré. Pourquoi tu es comme ça, frère? C'est terrible, Ça t'a inspiré. franchement. Non, mais il y a ceux qui vont à Sini, ceux qui restent... Oh là là, tout de suite, ça fait le malheureux. Tu veux qu'on parle de tes contrats que tu as signés juste avant? Tu veux qu'on parle de ta richesse? Allons-y. Explique-nous le concept. Le concept auquel j'ai pensé, c'est qu'on aimerait, enfin, je propose à Kai qu'on essaye de... Il y a certains de nos shorts qu'on poste, parce que pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, et si vous ne le faites pas encore, vous devriez. On a quand même... maintenant, on poste 2 fois par jour, quasiment, des shorts, notamment sur Instagram et aussi un peu Facebook. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, déjà, quand on prend le cumulé des vues en short, on en fait plus que de vues sur les épisodes, ça c'est sûr. Mais plus grave, c'est que les réactions dans les shorts sont d'un public complètement différent du public qu'on a sur YouTube. Exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que là où sur YouTube, vous prenez le temps de faire des gros commentaires. Ouais. Sur Instagram, on ressent l'émotion. Donc, il y a des... Exactement. Parfois, c'est un peu... Tu sens que c'est... C'est que ça touche le cœur des gens. Voilà, c'est passionnant parce que je me rends compte que sur YouTube, beaucoup, les commentaires, on les aime bien. C'est des commentaires... Tu sens que c'est réfléchi. Tu sens les commentaires des gens qui ont écouté une vidéo de 1 heure, 1 heure et demie et qui en tirent quelque chose. Sur Instagram, tu as l'impression vraiment qu'en fait, ce qu'on poste, et d'ailleurs, ce qui performe le plus souvent, et là, c'est plus que du Pareto. On a des fois un post qui performe plus que 50, 100 posts, qui ramènent tout le trafic d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que tu as beaucoup de gens qui, dans les commentaires, sont offusqués, outrés, qui limite nous insultent, enfin particulièrement qui m'insultent d'ailleurs, c'est important de le dire, Kai, tu as un talent de Suisse qui fait que, bon, apparemment, on t'insulte moins. tu ne dis pas les choses qui font qu'on t'insulte. Non, mais ce qui est marrant, vraiment, avec ces trucs de short, ce que les gens doivent savoir, c'est que très souvent, les shorts que vous voyez le plus souvent, c'est-à-dire qui tournent le plus, sont très rarement des extraits que nous-mêmes, on a choisis. Absolument pas. Enfin, même jamais, en fait. Jamais. C'est-à-dire que c'est des choses banales. Donc, on pourrait croire que, il a dit ça... Exprès pour faire le buzz. Non! Alors qu'en fait, on n'avait pas prévu de prendre cet extrait. Et c'est les équipes, d'ailleurs, la tribu, big up à Jordan et son équipe, qui choisissent des extraits et qui balancent parce que pour eux, ça leur parle. Oui. Et puis, on se retrouve parfois avec des centaines de milliers de vues. Out of nowhere. Toi, c'est quoi qui t'a le plus marquant, c'était avec Fabrice. Fabrice. Ça, c'est toi d'ailleurs t'as rien fait, t'as juste les gens de... Non, ça c'était, je crois... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cet extrait, peut-être qu'on pourra peut-être vous le remettre là, si Fabrice a un peu de temps, il peut vous le remettre. L'extrait où Fabrice Sauignon dit très naturellement qu'il lit 400 pages en 2 jours. Voilà, qui pouvait aller jusqu'à lire 400 pages en 2 jours. Exactement. Ce qui est une nuance. Ce qui est très important. Première nuance que Kai met, c'est que le verbe qu'il a employé, le temps qu'il a employé a été omis, squeezé dans le texte. Et là, ça a fait un déferlement, un buzz sur tous les réseaux, même les médias. Enfin, et on n'a vraiment pas compris parce que quand on a fait la discussion, pour ceux qui ont vu, qui dure peut-être 2h30. Je crois que c'est 2h30, quasiment 3h. Ce qu'on a fait. Pratiquement 3 heures. Enfin, nous, à aucun moment, on rebondit là-dessus. Non, il a dit, on a fait, oui, bon, c'est pas étonnant, C'est ça. Et puis, on a eu après Laetitia avec, quand elle nous disait que pour elle, il n'y a pas d'ancienneté en amitié. Ouais. Ce short nous a valu 2 millions de vues. 2 millions de vues. Donc, comment expliquer ça? Bon, c'est particulier. Donc, nous, après, on réfléchit, on se dit, mais tiens, il y a peut-être des trucs qu'on a loupés. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que tu voulais qu'on rentre dedans, qu'on revienne sur cet épisode-là, parce que je pense que ça révèle beaucoup. Parce que si c'était des sujets que nous-mêmes on avait choisis ou qu'on avait préparés, tu sais, les shorts, les gens ont l'impression parfois que, comme tu dis, c'est en 30 secondes on a dit ce qu'on pensait. Alors que souvent, non. C'est 30 secondes dans une discussion de 2 heures qui souvent sont des moments qui nous-mêmes nous ont pas marqués et qui manquent de contexte, d'explication. Et la réaction des gens, moi, mon explication, après tu me diras ce que tu en penses, tu vois les thèmes qu'on a. Donc, il y en a 3 qu'on va prendre, là, je pense. Donc, les 400 pages en 2 jours de Fabrice Sauignon, l'ancienneté en amitié de Laetitia Ncho, donc Fabrice pourra le remettre là si on veut le petit short. Il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié. Oh, c'est intéressant ça. Ça c'est il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié. Je trouve ça super puissant. C'est rare, ça. Les gens pensent que pourtant il y a une ancienneté. C'est pas vrai, c'est des conneries. C'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis 20 ans
ça fit, que ça a plus de valeur que la personne que tu viens de rencontrer. La personne que tu viens de rencontrer va peut-être te level up d'une force et sera peut-être plus loyale qu'une personne que tu connais et que tu fréquentes depuis 20 ans. Donc moi, je pars déjà du principe que, première chose, il n'y a pas d'ancienneté en matière d'amitié. Donc la vie, si tu veux, tout de suite, va écarter naturellement les gens ou t'écarter toi aussi des gens, parce que très souvent on pense que c'est les autres. Ouais, mais peut-être alors qu'en réalité, c'est Dieu même qui t'a enlevé toi aussi dans leur vie parce que tu n'étais peut-être pas bon pour leur vie. C'est ça. N'est-ce pas? Donc il faut être assez humble pour savoir que ça nous arrive à tous. Donc ton entourage, il va se créer au fur et à mesure. Quand tu commences à travailler, tu as un nouvel entourage qui rentre. Donc tu as des gens que tu commences à fréquenter. Tu en as avec qui ça va être juste des amis de bureau. Et le troisième que j'ai choisi, qui ce mois-ci, là, vraiment, c'est la semaine dernière, on l'a posté, qui a choqué les gens, c'est le passage, le titre, c'est « Les privilèges peuvent être infimes ». Et dans ce passage, qui est dans l'épisode, je crois que c'est le 6 ou le 7, avec Paola, tout début, où je disais juste que pour moi, qui ai grandi en Afrique, c'est un privilège, je m'en suis vite rendu compte que c'est un privilège de ne pas avoir d'accent quand je parle français. Mais commençons par celui-là. Déjà, les réactions. Alors oui, les réactions. Alors, je vais vous lire un florilège. Déjà, le commentaire qui était le plus honnête pour moi, même moi j'ai liké, c'est quelqu'un qui a répondu « J'aime vraiment pas cet argument ». C'est-à-dire qu'en fait, elle, c'est celle qui, je pense, qui était la plus honnête. Quelqu'un d'autre dit « Du tout, et je suis déçu ». Je t'assure, il pense qu'il n'a quasiment pas d'accent et que c'est le fait de ses parents. MDR, une mentalité vraiment rétrograde. En fait, tu sais, il y a une différence, je pense, mais après, c'est l'eau des réseaux sociaux, c'est 30 secondes, entre ce qui est dit et ce que les gens veulent entendre. Exact. Moi, je pense que beaucoup de gens, ce qu'ils ont entendu, c'est que tu disais que tu es fier de parler sans accent. Ah! Tu vois? Et quand tu penses ça, tu vois les commentaires, ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Non, mais attention, il y a carrément quelqu'un qui dit c'est pour flatter son ego de pas comprendre ni parler sa langue d'origine. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que en fait ce qui me tue attention. Mon rôle maintenant qu'à faire la mec à Fodron ou t'as dans ça qui est terrible. C'est quelle affaire? C'est mon bambara. C'est juste pour être très clair pour les gens. Aïe. Dans ce qui m'a le plus marqué, on va mettre les sous-titres, ne vous inquiétez pas. Et pour les gens qui parlent bambara comprendront, ou Djoula, ils comprendront aussi. C'est très marrant. Mais même toi, je pense, ce qui est intéressant, c'est que tu as raison. Ils ont pris quelque chose manifestement pour eux. Mais moi, ce qui me tue, c'est pas la fierté de parler français. Tu as raison. Ils doivent se dire que je suis fier de pas avoir d'accent. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont présumé de ce que je disais que je ne parlais pas ma langue d'origine. Après, il y a beaucoup de... Ah oui, en fait, ça, c'est un autre truc qui m'a surpris. Parce que, à la limite qu'ils comprennent de travers, parce que ce que tu décris pour moi, c'est vraiment juste de l'extrapolation de ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai la chance de. Donc, ils ont compris la chance de comme étant de la fierté. Si tu remarques, et je pense qu'on va le voir dans tous les extraits qu'on a choisis là, les réponses qu'on ne comprend pas, ça va souvent être le fruit d'une extrapolation. Tu vois, même pour le truc de l'amitié, la personne, quand elle entend ça, elle pense pas à ce que Laetitia dit, elle pense à un truc qui lui est arrivé, tu vois. Et là, je pense que même pire que l'extrapolation, Kaï, est-ce que moi, ma logique, c'est que c'est vraiment comme dit le proverbe, qui se sent morveux se mouche. Mais en fait, c'est que c'est des choses qui attaquent personnellement les émotions des gens. Ils se sentent visés. Parce que comment ils réagissent, on dirait que c'est à eux que j'ai parlé ou que je leur ai reproché quelque chose. C'est ça que je veux dire, tu vois. C'est ça que je pense qui peut-être drive aussi à quel point la réaction est intense. Parce que quelqu'un te dise « Ah, je suis fier de ne pas parler ma langue d'origine » en admettant que ce soit vrai, ce que j'ai dit. Pourquoi toi, ça t'offusque? En fait, c'est là où je... Mais en fait, tu vois, on a déjà eu cette discussion. C'est-à-dire que toi, dans la façon dont tu t'exprimes, consciemment ou inconsciemment, parfois, au-delà de la forme, où tu prends, l'énergie que tu vas mettre dans ta phrase montre que tu penses vraiment fort ce que tu dis. Tu utilises souvent des mots, par exemple, comme fondamentalement, ou tu vois, des mots très intenses, très intenses. Et c'est ça que ça joue. Alors que moi, je te dis la même phrase où je dis, j'ai eu à constater quelquefois que j'avais été privilégié par certains interlocuteurs parce que j'ai plus un accent de Paris.
il n'y aurait pas eu de commentaires ou d'intensité. Donc, tu vois, quand tu dis oui, mais toi, et quand tu parles, il n'y a pas de... tu constates pas ça. Je pense que c'est dans ce souci, en fait, de précision. Parce qu'en fait, c'est toujours ce côté radical, mais je ne pense pas que ça soit forcément un défaut, parce que ça permet aussi de pousser une idée. Moi, je pense que c'est bien. Mais quand tu le dis, effectivement, les gens ils tiennent que tu es en train d'essayer de... Les convaincre. Ouais, de les convaincre de quelque chose, alors qu'en fait, tu parles de ton expérience. Ah oui, ça c'est vrai. C'est peut-être le côté où ça donne l'impression aux gens que je veux les convaincre que c'est vrai ce que je dis. Ou peut-être que la façon dont je le dis avec le présent de vérité générale leur donne l'impression que ils doivent être d'accord ou je pense qu'ils ont tort. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Et le second point aussi, alors je ne sais pas s'il y a eu des commentaires dans ce sens, mais moi ce qui m'interpelle aussi, c'est la question de qu'est-ce qu'on appelle un accent. Ça, il y a souvent ce débat aussi. Qu'est-ce qu'on appelle un accent? Voilà, toi, tu rentres dans la profondeur. Voilà, mon gars. Parce que pour moi, un Parisien, il a un accent. Un Marseillais, il a un accent. Exactement. Non, mais... Et c'est un très bon point. Oui, il y a des gens à un moment quelqu'un dans un des commentaires a dit un truc du genre « Ouais, mais même les Marseillais ont des accents. » Et ça nous amène à un autre truc qui était super intéressant, c'est que sur le sujet des accents, je ne sais pas si tu sais, mais il y a des études qui ont été menées qui montrent que les êtres humains font plus de distance avec ceux qui ont des différences de langage que ceux qui ont des différences de peau. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'être considéré comme étant différent par quelqu'un qui a un langage différent du tien, que ce soit dans l'intonation, les termes employés, encore plus si c'est une langue que tu ne comprends pas, qu'une couleur de peau. C'est-à-dire que factuellement, et je donne un exemple très concret qui va choquer un peu d'ailleurs nos amis sensibles des fesses, là, très important, c'est que si tu regardes bien, en Afrique, moi j'ai toujours remarqué que pour les mêmes raisons, quand j'ai grandi à Bamako, je sentais que les gens me traitaient souvent de toubab, et même des gens qui avaient la même couleur de peau que moi me traitaient plus d'étrangers que des gens qui avaient une couleur de peau plus éloignée de la leur, mais qui parlaient bambara sans accent. Parce que oui, quand je parle bambara, j'ai un accent, pour le coup. Et là, je le sens. Et eux, c'est même pas quand je parlais bambara, c'est-à-dire que même quand je parle français et que c'est pas le même français qu'eux, il y a une différence. Non, mais c'est pareil, c'est comme moi, quand je parle lingala, oui, ben, même mon grand-père, il rigole. Oui, il est mort de rire. Exactement. Il dit, lingala des missionnaires. Lingala des missionnaires, oh, très sale. À l'époque, oh, ils te mettent des vrais mâles. Quand les Belges venaient et puis ils apprenaient le lingala, ils disent, tu parles comme... Sérieux? Oh, merde. Mais après... Bon, non, mais voilà. C'est vrai. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais la distance par le langage. Et c'est très vrai. Et un autre exemple basique, ici, on nous appelle les chocos en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Tu vas avoir un Libanais qui parle avec un bon accent nouchi, on va jamais le traiter de choco. Et en fait, ce que les gens comprenaient pas, je pense, dans le message qu'on essayait de dire, parce que pour remettre un peu de contexte, et là, c'est plus utile pour les gens, c'est une raison de poser la question sur l'accent, c'est que moi, je disais ça dans le sens où quand on parlait avec Paola, on parlait de privilèges, en se disant, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont un avantage dans leur carrière, dans leur vie. Et pour ceux qui ont regardé l'épisode, on en parlait avec Paola du fait que moi, quand j'ai fait Dauphine, qui est quand même l'incarnation de l'université privilégiée, je pense que plus sectaire comme université on ne fait pas, c'est-à-dire que c'est 16e, etc. Là-bas, le nombre de fois, et même tout au long de ma carrière, le nombre de fois où les gens m'ont dit « Mais c'est bizarre, tu n'as pas d'accent ». Parce que même toi, on te l'a dit. Non. On te l'a jamais dit. Non. Alors que moi, ma sœur aussi, je lui demandais, tout le temps où on était, quand tu as fait des écoles où tu es très souvent avec des gens, on va dire qu'ils sont rarement exposés aux Africains, enfin très simple, c'est le truc qui les choque le plus chez toi au début. Ah bon? Moi, vraiment, à chaque fois que je parlais à quelqu'un la première fois, au bout de 2-3 phrases, j'avais droit, hein, mais... Après, toi, tu étais peut-être avec des personnes qui étaient vraiment, vraiment dans un microcosme. Oui, mais ce qui est terrible, t'as jamais vécu ça? Ce que je dis, c'est que ce microcosme... Parce que, pour faire simple, à Dauphine, sur 800 élèves, on était 6 noirs. Ça va comme ça, déjà. Quoi? 6 noirs sur 800 élèves? Oui. Ah, je t'ai jamais dit ça? Ah ouais. On était 6. C'est pas compliqué. Tu sais comment je sais ça? Parce que le premier jour, l'amphi fait 800 places. J'ai compté le nombre de noirs. On était 6. C'est pas compliqué. Les 6, à la fin de la journée, on se connaissait. C'est pas difficile quand il y a personne d'autre que toi. Et ce qui est terrible, c'est que dans tous les environnements où j'ai été, il n'y a jamais eu plus de 5%, voire peut-être 2% de noirs.
Donc, quand j'ai fait Dauphine, quand après j'étais chez IBM, quand après j'étais chez SFR, quand après j'ai été chez Price, quand après j'étais chez Alstom, c'était pas... Il y a différents niveaux de minorité, ce que j'aime rappeler. Il y a la minorité des Noirs en France qui est à peu près 15%. Si tu prends tous les basanés, là. Noirs, Antillais, tu rajoutes les Arabes, tout ça, je crois qu'on est 15%. En France. Avec Arabes, je sais pas. Mais... Avec Arabes, c'est 15%. 15. Contrairement à l'idée répandue, les gens pensent qu'on est genre 30%, mais en fait, on est 15%. Après, il n'y a pas de chiffres Il n'y a pas de chiffres mesurés, mais ça a été mesuré par le CRAN. D'accord. De racisme. Ok. Donc, tous ceux qui seront susceptibles de subir du racisme, 15%. Bon, bref, il n'y a pas que la communauté noire qui subit du racisme. Mais justement, je dis les Arabes, il y a plein d'autres. Il y a les Indiens. Il y a les Asiates, il y a les Indiens. Non, mais tous ceux-là représentaient 15%. Ah, tu mets tout le monde. Tous les basanés, j'ai dit. Ah, oui. Tous les basanés. C'est pas compliqué, pas très simple, tu vois. C'est plus simple quand je dis basanés. Tu vois un autre mot où on va m'insulter après en disant j'étais les gens de basanés. Mais c'est vrai. Ok, vas-y, continue. Et du coup, 15%, quand t'es à 15%, oui, t'as ce sentiment bizarre que... Mais en fait, t'es pas si minoritaire que ça. Parce que tu vois quand même des gens comme toi. Ça n'a rien à voir avec le sentiment que je t'ai décrit quand on est 6 sur 800. Où là, c'est clair, quand t'as moins d'1%, c'est très net que tu es une anomalie. Et dans ces cas-là, oui, les gens vont chercher des choses qui correspondent aux patterns qu'ils imaginent parce que tu es rare. Notamment, comme je leur disais, ah, mais je viens du Mali, parce qu'en plus, c'est vrai, ce qui est vrai, c'est que les 2 premières phrases que moi je disais en général, c'était on me demande, ah, tu viens d'où? Et moi, contrairement à beaucoup de gens, je disais pas, ah, je viens de Paris ou je viens de telle banlieue. Moi, je disais, je venais de Bamako, straight. Moi, je venais tout droit à l'intérieur de Bamako, donc je leur disais. Et les gens comprenaient pas, comment ça, Bamako? J'ai dit, bah, je vivais à Bamako, au Mali. Et les gens m'ont dit, mais t'as pas vécu en France? Et non. J'avais jamais vécu en France. D'où la question assez vite derrière de, mais comment ça fait que t'as pas d'accent? Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en fait, c'est pas que les gens te jugent. Ça veut pas dire que tu ne peux pas arriver avec un accent à t'intégrer. C'est juste que ça va créer une distance initiale entre toi et les gens. Ou pas. Si t'as pas d'accent, ils vont se sentir proches de toi, ils vont essayer de comprendre en quoi vous êtes proches. Et c'est pareil dans d'autres langues. Non, mais c'est non seulement pareil dans d'autres langues, mais aussi avec d'autres accents. Tu prenais l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le Nushi. Si tu as cette habitude de parler toujours Nushi, tu vas aussi avoir des avantages dans certains milieux. Exactement. Que le Choco n'a pas. Il l'aura pas. Tu vois, tu lui feras pas les mêmes prix déjà. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, au marché, c'est pas pareil. C'est pas pareil, exactement. La négociation avec le taxi, c'est pas pareil, etc. Donc, l'idée, c'est pas de, contrairement à ce que les gens ont pu comprendre, de dire que quand tu parles comme quelqu'un de Paris, tu es au-dessus des autres. Ah oui, c'est juste que selon ta façon de parler et selon le contexte dans lequel tu es, tu vas créer plus ou moins une distance avec ton interlocuteur. Exactement. Et ce qui est terrible, c'est que j'essaie d'expliquer, c'est que les gens, ce qui me choquait moi beaucoup dans les commentaires, il faut que j'en retrouve, c'est que les gens, alors j'adore celle-là, putain, un privilège de parler sans accent, point. Ça ne vole pas haut. J'ai des amis traders à Paris aujourd'hui avec de gros accents africains, ça n'a jamais constitué un blocage à leur intégration. L'Africain sera toujours complexé face au blanc qui te hait et s'en fout de ta langue africaine. Alors, il a raison sur un point. Il y a plein de gens qui ont des accents de leur pays d'origine et qui font des super carrières. Mais ça veut dire que, juste pour reprendre ce point, ce que je dis souvent, c'est encore une fois, comme tu dis, les mots sont importants. J'ai dit que c'est un privilège. J'ai pas dit que c'est nécessaire. Tu vois ce que les gens comprennent pas. Dans le mot, un privilège, c'est pas que tu es obligé d'avoir pour faire quelque chose. Ouais, mais le mot privilège est un peu fort. Il est fort là. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que à niveau égal. Bon, égal, tu vas me dire que oui. Ouais. mais ce que je veux dire, c'est que comme on vient de dire, il y a plein de gens qui ont qui ont des accents. Moi, même du sud de la France ou même maghrébin, peu importe. Mon oncle qui travaille à la NASA, la Cheikh Modibo Diarra, premier malien à la NASA. Les Américains, il raconte plein de fois, les gens disaient, ah mais putain, ce négro avec son accent, comment c'est lui qui se retrouve à être en lead sur la mission Pathfinder sur Mars. C'est possible d'être comme ça. Ça veut pas dire que tu vas pas, c'est pas un truc que à chaque fois que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, c'est pas un truc qui va pas créer de la distance.
Moi je pense, je suis peut-être naïf, je suis en phase sur ce débat-là quand on parle d'intégration. Tu vois? Oula, oui, non, moi je parle pas de ça, c'est un autre débat. Mais tout à l'heure, tu as dit, tu parlais de la fac, tu vas plus ou moins facilement t'intégrer, peut-être, selon la façon dont tu parles. Après, sur la sélection, je pense vraiment que là, on dépend d'autres choses. D'autres choses. Qu'est-ce que tu appelles la sélection? La sélection, c'est que si par exemple, tu es à Bordeaux et ils recrutent pour du télémarketing. Tu vois, peut-être qu'ils vont faire très attention à ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que par exemple, dans les métiers informatiques, dans les SS2I, tu as par exemple beaucoup d'Indiens, de Maghrébins qui ont des actions parce qu'ils sont très forts. Oui, mais attention, dans les mêmes SS2I KI, moi j'en connais plein parce que j'ai fait des SS2I, j'ai des amis qui y sont, ils prennent des cours d'orthophonie pour limiter leur accent. C'est les mêmes gars. Tu sais pourquoi? Ils les prennent quoi? On leur dit de prendre des cours? Non, c'est juste que ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte qu'on les met souvent sur les missions où dans les missions, ils ont le moins d'interaction avec le client. Tu peux être sur une mission en SS2I. Ah ok, ça se dit pas, mais... Ça se voit. Et ça, pour le coup, j'en ai parlé dans l'épisode du privilège sur le consulting, ça se voit quand tu vois quel type de rôle tu as dans la mission. Vous pouvez être dans la même mission. Ce qui renvoie à un autre short qui avait beaucoup tourné, mais plus sur YouTube, où tu disais que dans les entreprises de consulting... les gens beaux. Les gens beaux, ont les meilleures missions. Les gens beaux ont plus de propositions de missions quantitativement que les gens moins beaux. Et c'est comme ça à un moment, même je me souviens, j'avais un collègue qui avait fait, tu sais, quand tu es en cabinet, tu as une mentor qui t'aide. Donc chacun, la personne qui est responsable d'être son sponsor en quelque sorte. Et il avait demandé, mais comment je peux augmenter mes chances d'être promu senior et être manager? Tu sais que le gars lui a dit, il faut faire du sport. T'as pas l'air assez sportif. Bon, il était un peu, il était un peu en embonpoint comme moi, mais le gars lui a dit, son mentor lui a dit, fais du sport, ça augmente tes chances d'avoir des promotions. Ça n'a aucun lien direct, mais ça dépend des métiers. Et encore une fois, ce que j'ai souvent aux gens, ce que tu décris est très vrai. Les gens pensent que ce que je dis là, c'est en mode, et c'est pour ça que je pense que le mot privilège, les gens le comprennent mal. Un privilège, quelque chose que tu as en plus, mais que tu ne devrais pas avoir ou que tu n'as pas mérité. Tu l'as juste. C'est juste, tu l'as. Moi, par exemple, pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que, oui, j'ai grandi à Bamako. Mes parents ne sont pas des gens qui ont grandi en France. Donc, j'ai de la chance. Comparativement à mes autres cousins, par exemple, j'ai beaucoup moins d'accent qu'eux, mais c'est une chance. Mais pourquoi une chance? C'est ça où on va te reprocher la chose? Mais parce que... Pourquoi tu parles de chance? Parce que c'est un atout. C'est juste un atout. Un atout dans un contexte. Oui, qui est le contexte. Mais pas un atout absolu. Oui, mais dans le contexte qui était... Alors, c'est ce que j'ai dit. Le contexte qui était, comme tu disais, quand je voulais m'intégrer et quand je voulais réussir dans certains domaines. Je suis d'accord. Mais il y a d'autres contextes où tes cousins auront plus d'atouts. Ah oui, mais si on va au marché, c'est toujours eux qui parlent, pas moi. Oui, voilà. Mais bon, là, on parle du marché. Mais, on va faire un autre truc très simple. Si demain, là, on devait élire quelqu'un président du Mali dans ma famille, ce ne serait pas moi. Voilà, par exemple. Dans la politique, ce sera un handicap permanent pour moi. Par exemple. Oui. Non, mais c'est ça, je pense que les gens, en fait, ont du mal à entendre. C'est-à-dire ce type de nuance. C'est-à-dire quand tu dis c'est une chance, c'est juste finir en disant c'est une chance dans certains cas. Et dans d'autres cas, ce sera pas un privilège. Ce qui est intéressant, c'est pas un privilège absolu. Ah non, bah attends, après, c'est pas un privilège qu'on va avoir de l'argent. Mais attention, c'est pareil, un privilège absolu, il n'y en a nulle part. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de privilège absolu. Alors ça, c'est un autre truc. Mais tu vois, juste le fait que toi-même, tu dis il n'y a pas de privilège absolu, je pense qu'il y a une partie des commentaires qui va dire « Ah, ok, donc c'est bon ». Mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un écart entre dire il n'y a pas de privilège absolu et se dire que c'est une mentalité de coloniser. Non, mais non, alors, mais là, non. Okay, non, après, mais ce que je veux dire. Non, on va pas prendre tous les, tous les commentaires. Parce que. Oui, parce que le sujet du complexe, c'est. En fait, moi, c'est ça qui me dérange. Et c'est là où je pense qu'il faut que toi, tu me donnes ton avis. C'est que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Tu vois mon point? Moi, là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que, et c'est pour ça que, effectivement, le concept est intéressant, c'est que ça crée un débat, ça crée des réactions, mais c'est ce qu'il faut voir derrière. Exactement. Parce que là, on parle du langage, mais ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, l'apparence physique. Ouais.
ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Et tout ce qu'on essaye de dire et ce qu'on disait même sur cette partie-là du débat la dernière fois, c'est qu'il y a des choses qu'on vous dira pas forcément, mais qui représentent des privilèges dans tel ou tel contexte. Ouais. Et donc, c'est à vous de vous renseigner selon le milieu que vous voulez intégrer pour savoir quels sont ces codes qu'on vous dira pas forcément. Exactement. Et comme là, il dit que dans ces contextes, en tout cas, moi, j'ai été là-bas. Ouais. Et je peux vous dire que le fait que je ne parle pas avec l'accent malien, ça a été un privilège. Au lieu de tirer sur toi, il faut juste enregistrer l'information. Exactement. En tout cas, si le milieu en question t'intéresse, et puis avancer. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Là, toi, tu donnes la version positive qui est très importante pour moi. C'est que c'est pour ça que le titre, d'ailleurs, s'appelait « Les privilèges peuvent être infimes ». J'ai même pas dit que c'était un truc important. C'est sûr que dans le contexte de 30 secondes, ça donne l'impression que je dis que c'est un truc important. Mais en fait, si tu te souviens bien, ce jour-là, j'ai même pas dit que c'était un truc important. Oui, d'ailleurs, on n'avait pas retenu ça en short. Exactement. Mais parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que je disais vraiment, c'est que c'est des petites choses. Et comme tu dis, c'est les codes. Et ce qui m'attriste, moi, c'est que le gars qui prend l'exemple des traders, là, par exemple, c'est que c'est les gens ont c'est vraiment de la... Je sais même pas si c'est... Alors, c'est ou des raccourcis intellectuels ou de la pure malhonnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me dérange, moi, qui est de confondre le fait que quelqu'un te dise c'est bien de parler une langue d'une certaine manière et dire je comprends que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il parle sa langue. Et c'est ça qui, moi, me perturbait. Et pour entrer dans le détail, le vrai truc qui, moi, m'intriguait quand j'ai vu les réactions des gens, c'est que ce n'était pas une personne. C'est qu'il y avait vraiment une convergence. Après, il y a peut-être un effet d'entraînement. Quand les gens voient des commentaires qui parlent de il devrait avoir honte de ne pas parler sa langue locale, peut-être qu'ils comprennent automatiquement que oui, ok, c'est quelqu'un qui ne parle pas sa langue locale. Peut-être que ça les incite à aller vers là. Je pense qu'il y a un effet foule. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si. Sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait rire, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Ces commentaires-là, je les ai vus parce que mon beau-frère, là, Arnaud, m'a dit Moulay, t'as vu les commentaires de la vidéo que tu as mis J'ai dit non. Il me dit mais tu devrais les lire. Parce que moi, mon réflexe numéro 1, c'est évidemment, je ne lis pas les commentaires des gens parce que bon, je considère qu'il y a rarement des choses intéressantes dedans. On lit vos commentaires. Hein. Sur YouTube. Attention, non, sur pas YouTube. L'écouter. Voilà, non, sur YouTube, je lis rarement. Sur Instagram, tu lis rarement. Sur Instagram, je lis pas parce que j'y étais même pas en vrai, donc c'était pas un sujet. Cette histoire, c'est parce que j'ai ajouté en cross-post dans mon Instagram que lui a vu dans les commentaires. Il m'a dit mais Moulay, c'est quand même grave. Pourquoi t'as pris ce post-là comme cross-post J'ai dit pourquoi Il dit mais on fait que t'insulter dans les cross-posts. J'ai lu les commentaires. Et le réflexe de beaucoup de gens était à ce moment-là, y compris de ma sœur, de vouloir me défendre. Ça, c'est un autre truc que je peux donner comme conseil aux gens. Ne vous défendez pas de choses où les gens, ce qu'ils disent n'est pas vrai. Alors ça, c'est un truc qui est très dur à faire. Mais quand quelqu'un... Enfin, parce que pour le coup, je lisais, j'étais en train de me dire, mais attends, à quel moment j'ai dit que je parlais pas ma langue? Parce que je parle ma langue. Et à quel moment j'ai dit que ça va avec le colonialisme? En fait, c'est devenu un truc... Non, mais je pense que c'est un... Comment dire, tu sais, genre mettre les gens dans des box. Ouais, tu vois, dans des boîtes. Donc voilà, donc oui, lui, c'est le benguiste, qui est déraciné, etc., tu vois. Et ça colle avec l'image que les gens voulaient me coller, quoi. Qui va avec oui, voilà, ça colle. Bon, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on parlait de privilèges infimes, et puis, et surtout, au lieu de s'arrêter sur ce genre de phrases, vraiment, intéressez-vous à ces petits codes qui existent, dont les gens ne parlent pas, mais qui existent. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que tu dis les petits codes, ça, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de faire l'effort. Moi, je pense que c'est les gens qui ne font pas l'effort, qui écoutent juste cet épisode de podcast en passant. Moi, ce que je dirais souvent, c'est de revenir à ce qu'on a déjà parlé un peu des labels, de l'étiquette que tu te donnes à toi-même. Et alors, spécifiquement, je pense que ça s'adresse beaucoup aux gens de la diaspora, mais même aux autres, de façon plus large, que tu as dit est très vrai. Il faut faire attention à qu'est-ce qui te met en colère. Moi, pour moi, l'une des leçons que j'ai retenir de ce genre de truc, c'est si tu vois une vidéo qui t'énerve, interroge-toi sur pourquoi ça t'énerve et qu'est-ce que ça veut dire sur comment tu te vois toi-même. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses que des gens... Et c'est très dangereux, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont un impact sur toi disproportionné par rapport à l'importance que la personne a pour toi. Ces gens-là ne nous suivent peut-être même pas sur Insta. Que ça les mette dans une colère pareille, moi, à leur place, je me dirais... Et je le fais encore aujourd'hui, mais moi, il y a des trucs qui m'énervent des fois. Par exemple, moi, un truc qui m'énerve, et je t'ai déjà dit, c'est quand je vois les gens parler d'entrepreneuriat. Ça m'énerve profondément quand je pense que la personne n'est pas un vrai entrepreneur. Et ça veut dire que j'ai rendu l'étiquette entrepreneur trop importante dans ma propre définition de moi-même. Et c'est pour ça que ça m'énerve.
Et je me dis, il faut peut-être se dire, parce que si les gens n'arrivent à parler de colonisation, à parler de tout ça, c'est que ça leur fait quelque chose. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en minorité que ça leur fait vraiment cette douleur. Il y a ça, mais il y a aussi, tu sais, ce qu'on appelle les trolls. Toi qui es un gars de Twitter, tu sais, il y a aussi des gens, leur objectif, c'est de faire le commentaire qui aura le plus de likes, tu vois. Qui veulent, avoir l'attention en cassant les gens. Ça existe aussi, ouais. Moi, il y en a qui ont eu des bons likes, hein, franchement. Mais moi, je me surprends souvent quand je regarde une vidéo à aller regarder les commentaires qui ont eu le plus de réactions. Et souvent, pour pas dire tout le temps, le commentaire, c'est soit un bon jeu de mots, soit un truc. En fait, c'est pas du tout un truc cohérent. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Cahier à moi. Et c'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens et les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congossa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kaïa, à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Tu vois, c'est un truc vraiment qui fait réagir, etc. Mais bon, bref, je pense que sur cette vidéo, on a... Non, mais en fait, il y a un truc qui, moi aussi, juste avant, parce que là, on a juste quelques minutes encore, où j'ai pas eu trop ton avis là-dessus. C'est ce truc, par contre, où j'aimerais qu'on l'adresse, qu'on n'en parle jamais dans nos vidéos, c'est deux choses. Tu te souviens, j'avais mis dans le groupe Telegram, pour ceux qui nous suivent, le groupe Telegram, c'est de la balle, vous devriez y aller. J'avais mis la vidéo de la meuf qui avait ramené de la bouffe. Tu sais, elle avait ramené... Ses collègues avaient mis un message sur le frigo en disant qu'elle avait de la bouffe qui sent trop. Qui sent trop fort. D'accord. Tu te souviens? Il y a une meuf qui est venue sur Twitter un jour raconter que ses collègues, évidemment des blancs, ont mis un mot sur le frigo en disant qu'il faut qu'elle arrête de ramener des plats qui puent. D'accord. Et après, dans le groupe Telegram, j'avais posé la question, mais est-ce que les gens... Parce qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'après, elle racontait que quand elle mangeait, les gens venaient lui dire, oui, elle mangeait avec ses doigts. D'accord. Qu'elle ne devrait pas manger avec ses doigts aussi. Et donc, dans le groupe Telegram, j'avais dit, mais est-ce que vous trouvez ça normal? De manger avec les doigts. Ouais. Je veux dire, est-ce que c'est normal? Et du coup, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que je me suis dit, mais en fait, dans le milieu professionnel, ça m'a surpris que ce soit un endroit où les gens cherchent à marquer leur identité comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que je voulais savoir si toi, tu as déjà remarqué ça. Ah, chez moi, ils mangent avec les doigts. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais on est dans Abidjan. Non, mais oui, mais là, maintenant, je parle vraiment, on se remet dans le contexte diaspora. Parce que pour le coup, c'est vraiment un problème. Non, diaspora ou autre, tu peux même être t'es à un dîner dans un resto ou un truc. C'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Dans un cadre pro. Hein. Moi, c'est vraiment ça le cadre. Dans un cadre pro, ouais. Est-ce que du coup, tu vas finir ton poulet à la main ou... Ouais, voilà. Moi, par exemple, moi, j'adore manger les os du poulet.
Mais je le fais pas au resto. Non, mais... en fait... Mais attends, mais la tribe disait quoi? Hein? La tribe disait quoi? La tribe, il y en a certaines, dont Isabelle, je ne ferai pas de nom, mais elle a dit que eux, ils font ça piant, qu'ils en ont marre de devoir... qu'on leur dicte leur comportement. Donc, ça devenait une forme d'affirmation. Tu vois? Non, mais... Et franchement, je t'ai pas senti réagir sur ce débat dans la tribe. Tu l'as pas vu. Là, je l'ai pas vu. Et j'aimerais... Parce que je pense que c'est un peu le même truc. C'est que des fois, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont dans des environnements pro, ont tendance à vouloir marquer leur identité, ce que je peux comprendre. Parce qu'il y a un sentiment, tu sais, quand tu es dans un environnement pro, de rentrer dans le rang, qui est désagréable pour tout le monde, j'ai l'impression, quand même. Tu vois, tu essaies toujours... Oui, mais en fait, plus que rentrer dans le rang, je pense que les gens, quand ils ont l'impression que le rang en question, c'est ce qui arrange les autres... Les autres, ça les gêne, tu sais, ça me fait penser à un débat. Alors, on va surtout pas aller dans ce débat parce que ça va... Ça a monté. Mais ça me fait penser au débat où on dit tiens, est-ce que c'est pour vous ça vous dérange qu'une jeune maman allaite dans un lieu public? Tu vois? Oui, celui-là, c'est vrai que c'est un sujet qui revient pas mal, tu vois. Mais c'est toujours oui, mais attends, c'est naturel, je nourris mon enfant, tu vas pas me dire que je dois être à tel endroit pour nourrir mon enfant. Donc c'est marrant parce que tu as raison, c'est des sujets où il y a des femmes qui sont OK, des femmes qui sont contre, des hommes qui sont OK, des hommes qui sont contre. C'est pas un truc juste de genre. Donc oui, non, exactement. Oui, exactement, mais il y a plusieurs sujets comme ça. Donc le rang en question là, c'est censé être un compromis en fait. Donc, c'est bien dit comme ça. Il faut que la personne, ça on peut donner peut-être un outil aux personnes qui dirigent des équipes ou des entreprises, c'est qu'il faut, chaque fois qu'on fixe des règles, il faut, dans la mesure du possible, donner l'impression que ces règles ont pris en compte les inputs des uns et des autres. Parce que si on a l'impression que les règles, en fait, c'est les règles d'une partie en fait, de la boîte, et on demande suivez ça. Tu vois, là, tu crées des frustrations. Mais pour revenir à Isabelle qui dit qu'elle va manger son truc à la main et puis c'est tout. En fait, après, toi, tu réfléchis vraiment en termes de mesure. Moi, je dis toujours aux gens, en fait, c'est une question de est-ce que c'est l'endroit pour faire ça? Pour s'affirmer. En fait, moi, c'est ça qui me tue. En fait, c'est que le cadre professionnel, pour moi, n'est pas l'endroit. En fait, tu peux le faire. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, oui. Ouais, c'est que dans le cadre professionnel, oui, tu es là pour une mission bien précise. Oui, t'es pas le moment de... T'es pas dans... Donc, pour toi, alors, ça voudrait dire tu vois la vie, tu nous vois portant des masques. Non, même pas. Je rentre dans l'entreprise, bam, je suis la personne de l'entreprise. Mais en fait, c'est juste que moi, quand je suis en entreprise, je suis payé pour faire quelque chose. Et pour faire cette chose, j'ai besoin de collaborer avec les gens. Donc, je ne vais rien faire qui va faire que les gens vont pas m'apprécier. Je crois qu'on explique. En fait, vu que je vais avoir potentiellement besoin de mes collègues d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien qui vaut la peine de se les mettre à dos. En fait, je vais te prendre un autre exemple pour pas que tu dises que j'ai fait la Suisse. Mais franchement, ça dépend des situations. Regarde, par exemple, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je lis des articles de jeunes femmes qui se sont fait virer parce qu'elles portaient des tresses. Des dreadlocks? Ouais. Ah, là, on rentre dans un autre grand débat. Alors, ça t'énerve, ça? Ben, oui. Après, je me dis... quel est le... Très intéressant. L'impact? Ouais, l'impact. Alors, moi, j'ai une position là-dessus qui est très intéressante. C'est que, parce qu'à Dauphine, j'avais un pote qui a des dreadlocks. Oui. Villan Meyer, si tu regardes cet épisode, il regarde des fois en plus cet épisode, qui a dû couper ses locks pour trouver un boulot. Alors que le gars a fait Sciences Po et l'ENS. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est que dès qu'il a commencé, quand on était dans nos 2-3 premières années d'études, franchement, personne ne pensait à ça. Tu sais, on est t'es con. Et en master, vous avez commencé à parler de ça. Dès qu'on est arrivé en stage, moi, j'ai fait mon premier stage. Dès que j'ai goûté au monde pro, j'ai dit à Villan, j'ai fait mon ami. Parce que surtout, en fait, attention, pour répondre à ta question, ça dépend du métier. Si tu es dans la com, je pense que tu n'auras pas ces problèmes-là. Mais lui, il travaillait dans un monde qui était destiné dans la politique. Il a fait l'ENS parce qu'il travaille, lui, dans tout ce qui est relations diplomatiques, politiques et dans le secteur public de manière générale.
Aujourd'hui, il est manager dans un groupe qui fait du consulting au secteur public. Dans le secteur public, il n'y a pas un endroit où les gens sont plus coincés à part la banque. Si tu veux, du coup, ce que je veux dire, c'est que selon les secteurs, ces genres de choses-là sont plus ou moins tolérées. C'est comme moi, quand je suis arrivé en cabinet d'audit, j'ai enlevé ma boucle d'oreille. Je croyais que tu l'enlèverais pour rien au monde. Mais après, je l'ai remise quand j'ai fini ma période d'essai. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je veux dire. En fait, c'est juste du pragmatisme. Et quand j'allais voir un nouveau client, tu l'enlevais. Je l'enlevais. Si je suis chez le client depuis 3 mois et que c'est tous les jours et que après je vais en soirée. Là, tu vas alimenter ta réputation, on va te traiter de vendu. Et c'est ça. Alors, un autre truc qui est très vrai pour ceux qui ne savent pas, on me traite de gars qui changent d'avis tout le temps. Mais pour moi, c'est ça les nuances, en fait. En fait, tu peux pas dire, ma règle, moi, c'est comme ça, moi, c'est moi. Comme dit Philippe, moi, c'est moi. Cette phrase me tue. En fait, le concept de se dire, qui je suis ne doit pas être altéré. Ce concept pour moi, et c'est même pas un masque, tu vois. Pour moi, c'est pas un masque de ma boucle d'oreille. C'est juste mon boulot, c'est dans la présentation. Il faut comprendre son boulot. Quand tu es dans le secteur public, la raison pour laquelle les gens jouent ça, c'est parce que, comme disait mon manager, tu gères l'argent d'autrui. Tu es censé être dans le service. Donc, on essaye de gommer toutes les traits de personnalité trop extravagants. Mais tu vois, moi, j'ai pas de souci si, par exemple, il y a un règlement qui l'explique, etc. Mais ce que j'aime pas... mais les règlements ne peuvent pas arriver là, frère. Ah ouais, mais tu trouves une façon. J'aime pas le truc où, tu vois, du jour au lendemain, t'as fait coiffure, bon, rentre chez toi, tu vois. Mais alors, les gens à qui ça arrive, je pense pas que ce soit quand ils ont fait la coiffure. C'est quand ils ont commencé le boulot avec ça. Non, parce que quand ils commencent le boulot avec ça, justement, comme tu dis, à la limite, on leur dit rien, on les prend pas. On les prend pas. Moi, je te parle des cas où ils sont dans l'entreprise. Ah, ils ont changé de coiffure et celle-là Ils ont changé de coiffure, on leur fait comprendre que, tu vois... là, on leur a fait comprendre. Que ça passe pas. Et toi, tu penses que le chef d'entreprise devrait, à ce moment-là, peut-être avoir une règle sur la tenue et mais en amont, c'est-à-dire qu'à lui d'avoir la réflexion de... Mais le problème, c'est que ces gens-là... Tu parles du secteur politique, tu dis, bon, dans ton parti, vous devez être... Non, mais mais ce que je veux dire, c'est que dans le secteur public, c'est trop nouveau pour eux. Tu sais que la plupart d'entre eux... Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que on est en 2024. Ouais, c'est trop nouveau pour eux, ça. Alors, aujourd'hui, non, c'est plus la singularité, justement, qui devrait être... à part pour certains domaines. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, plus les secteurs sont vus comme étant prestigieux, donc, alors, je vais faire un raccourci, mais on a encore 10-15 minutes, donc ça va, mais c'est juste pour te dire, quand tu vois un secteur qui est vu comme étant prestigieux, parce que ou on paye cher les gens, ou c'est élitiste, parce qu'on sélectionne beaucoup les gens. En général, l'une des fonctions de l'élitisme, c'est d'avoir des règles non dites, non écrites. En fait, plus tu es dans un truc élitiste, plus il y a des règles qui sont des non-dits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, mais j'aurais tendance à dire que quand même, justement, ils le font parce qu'eux, ils n'ont pas de singularité. Plus, je veux dire, ouais. Moi, j'ai plus le sentiment que dans les élites, justement, ils écrivent les règles. Ouais. Quand c'est des règles qui sont des débats entre des majorités. Mais les cas comme... Parce que je suis désolé, les dreadlocks, c'est un problème de minorité noire. Enfin, je veux dire, la probabilité... Moi, je t'ai dit, quand je suis arrivé chez Alstom, je crois que j'étais peut-être 4e auditeur interne à être noir de leur histoire. Donc, les probabilités qu'ils aient eu à gérer une femme noire... Parce que la première femme noire, je me souviens quand elle est arrivée, d'ailleurs, si elle regarde, coucou à toi, elle, ses perruques étaient un sujet. Mais pas devant elle. Les gens en parlaient de ses perruques en derrière. Mais comment ça se fait qu'elle met elle change de coupe de cheveux tout le temps comme ça, nanana. Les gens en parlaient. Non, mais là, c'est pas dans le cas faudrait qu'elle arrête, etc. Non, mais il le disait, il se posait des questions, mais je te dis la vérité, c'était pas dans un sens en mode affectueux. C'était plus dans un sens, mais est-ce que ça fait pas... Parce qu'en fait, bien sûr, elle a une coupe de cheveux qui était plus colorée que d'autres. Okay. Mais elle n'est pas venue, Dieu merci, elle s'y connaît, elle n'est pas venue avec des coupes de cheveux rouges. Mais tu es auditeur interne, tu viens pas avec des locks. Tu vois, clairement, elle aurait mis des locks un jour. Et ça, pour toi, il n'y a pas besoin de l'écrire. Non, parce que en fait, tu comprends notre métier. Nous, notre métier auditeur interne, le problème, je pense qui est très dangereux, c'est de faire comme si les droits, comme si c'est un droit d'être à qui il en est. Mais en fait, d'avoir la coupe de cheveux pour moi, en fait, là, ce que tu évoques, c'est très... Ça résonne en moi comme un discours très France. Parce que moi, quand j'étais à Londres,
suis désolé, je voyais, la caissière, elle a son voile, le gars d'après, il a son truc d'Indien. Ouais. Je me souviens même que quand j'étais à Londres, je cherchais un job d'étudiant. Et j'ai eu un entretien à Virgin Megastore. Qui n'existe plus maintenant. Bref, l'équivalent de la Fnac à l'époque. J'arrive, je rentre dans le magasin, je vois une vendeuse percée là, cheveux rouges et tout ça. Puis après, j'avance, je vois un gars tatoué partout. Moi, j'étais costume, cravate, tout ça. Petit là. Non mais j'ai compris que aussi, il faut comprendre. J'ai compris que. Non mais Virgin Megastore. Et ce que je te dis, c'est que dans la com, oui, moi j'ai des potes à Londres, même endroit que toi, à la City là, la partie vraiment à Canary Wharf, c'est ça le nom de. Tu vois Canary Wharf, toi qui étais là-bas. Cette zone là-bas, regarde, il y a pas de gens en Lox. En fait, ce que tu décris, je pense pas que ce soit une fonction des. C'est sûr que par définition, la notion d'exprimer qui on est plus forte dans des pays où c'est pas comme les francophones à essayer de lisser par la laïcité, tout le monde doit être pareil. Donc pas de. Par exemple, je sais qu'en cabinet de conseil, c'est pareil. Tu serais venu avec ta croix, ça aurait fait bizarre. Attention. De la même manière que ça aurait fait bizarre de venir avec des locks, si tu viens avec une croix, je t'assure qu'on va te faire la remarque. C'est-à-dire que c'est pas contre juste une minorité. C'est juste dans ces cadres-là, tout le monde essaye de correspondre à un certain standard. Tout le monde. C'est comme les meufs, je me souviens là-bas, par exemple, moi je me souviens, je suis venu à un cabinet de conseil une fois avec un costume beige. On m'a dit, on met pas de costume beige. T'as pas mis ton costume d'ambassadeur à 3 pièces. À 3 pièces, non, j'avais pas mis ça. J'ai une question pour toi du coup, parce que du coup, dans notre discussion, je me rends compte que dans les... En tout cas, si je prends la Côte d'Ivoire, je vois que dans les entreprises, finalement, le niveau de tolérance est beaucoup plus élevé que dans des pays comme la France. Je m'explique. Vas-y. Peut-être que je fais un trop gros raccourci, mais je parle notamment de la religion. Oui, bien sûr. Bon, tu me diras, en même temps, l'État, la Côte d'Ivoire... Sur la religion, c'est très ouvert. C'est toutes les fêtes sont fériées. Tout ça. Mais je veux dire, dans la pratique même, tu vois, quand c'est le vendredi saint, tu vois, les gens, sans poser des jours... Ouais, bien entendu. Ils viennent, ils vont faire... la prière. Ils vont faire ils vont faire leur prière. Tu as souvent des salles aussi pour les employés qui doivent faire leur prière. Donc, la conclusion de ça, est-ce que tu penses que finalement, c'est une bonne chose parce que ça participe quelque part à l'épanouissement des employés, ou tu te dis, je pense que ces trucs-là, ça nous retarde. Non. Et les Européens ont bien fait d'avoir un rang. Et je pense même pas que les Européens sont comme ça. Moi, quand j'étais en Chine, c'était pareil. C'est-à-dire ? En fait, en Chine, par exemple, il y a très peu de place au spirituel mélanger dans la vie pro. Par contre, c'est le pays où tu vas trouver au beau milieu de la ville des grands temples bouddhistes. C'est juste que chaque endroit, chaque chose a sa place là-bas. C'est juste, on mélange pas. Mais par contre, ce que tu décris toi, sur la Côte d'Ivoire, pour donner un autre exemple, la Côte d'Ivoire, moi, un truc qui m'a choqué quand je suis venu ici, on en parlera peut-être dans notre belle formation Comment s'installer en Côte d'Ivoire. Les teasings. Les teasings commencent. Pour ceux qui s'intéressent, mettez-vous en commentaire, c'est important. Tiens, en Côte d'Ivoire, un autre truc qui m'a choqué ici, c'est que tu peux pas aller à la banque avec un short. En France, tu peux. Ah oui, ça t'avait choqué. Ça me choque à chaque fois. Et c'est très ivoirien. Si tu regardes la Côte d'Ivoire, les gens te jugent à comment t'es habillé. Dans le pro comme dans le prix. Ça, on en a déjà parlé de la voiture. Donc, tu vois, c'est un truc qui... C'est juste que je trouve que c'est pas que les Européens sont plus durs. C'est juste que nous, chacun place les choses sur ce qui paraît important pour lui. Nous, beaucoup, en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est sûr, ce qu'on pense que tu as comme... Pas dire moyen, mais moyen, un peu de choses près. Prier et être religieux, ça n'empêche pas d'être riche. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas d'avoir de l'argent. Par contre, comment tu es habillé détermine aussi quel moyen tu as. Et tu vois, je pense que c'est juste une question de... Les sociétés, de manière générale, interdisent les choses ou tolèrent les choses selon qu'est-ce qui est important pour eux ou pas. Par contre, dans l'environnement professionnel, ce que moi, je voulais vraiment ajouter, parce que ce qui m'avait marqué dans ce short, vraiment pour y revenir, c'était qu'on parlait d'un truc dans le cadre professionnel. Et je trouvais que trop souvent, la diaspora maintenant a pris le défaut des Français à croire que qui ils sont, c'est un droit. Montrer qu'ils s'habiller comme ils veulent, c'est un droit. Bon, en soi, c'est un droit. Mais tu veux dire que ce n'est pas un droit applicable partout. H24. Exactement. Mais ça, pour moi, c'est...
Oui, tu as le droit, mais c'est une liberté qui s'arrête là où commence celle des autres. Et manger sa sauce bien. Bien, exactement. Mais tu vois, et surtout, l'environnement professionnel, c'est vraiment ça que j'adore d'ailleurs, l'environnement business. C'est que le business, c'est l'endroit où des choses comme ça, on va même pas te les dire. Et c'est dommage, d'ailleurs, je trouve, parce que c'est un truc que, par exemple, pour avoir été dans ces environnements-là élitistes, tu vois que eux, les parents des autres, par exemple, leur ont déjà dit ça. Tu vois, c'est comme un truc que moi, j'ai appris bête sur quand tu manges, tu dois jamais poser tes couverts. Ça, c'est des trucs bêtes. Mais quand tu traînes avec des gens comme ça, il y a des traits élitistes qui font qu'ils vont être plus ou moins proches de toi. Tu vois, par exemple, un autre exemple que j'aime bien donner, quand les gens décrivent comment SBF, là, tu te souviens, le gars de FTX, le petit con là, qui a détourné des milliards, comment lui, il a pu lever autant d'argent et comment il a pu convaincre autant de trucs. Il maîtrisait les codes. Il maîtrisait les codes. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que j'ai lu des interviews de gens, de chefs de fonds d'investissement, qui, quand ils faisaient des entretiens avec lui, ils faisaient des choses qu'ils trouvaient abusées. Par exemple, il venait, pendant l'entretien, il était en train de jouer à la console, pendant l'entretien avec un fonds d'investissement. Les gens trouvaient ça hyper insultant, mais parce qu'avant de partir, il plaçait une quote d'un philosophe libertaire que tous les fonds d'investissement maîtrisent. L'image qu'ils avaient de lui, c'est un rebelle, mais il est super intelligent. Mais s'il n'avait pas placé la quote que eux estiment être le symbole d'intelligence, ils auraient juste dit c'est un petit con. Donc en fait, si tu veux, il y a un mix. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un juste milieu. Tu peux briser les codes, mais seulement si tu les maîtrises vraiment. Mais ce qui est intéressant, ça me fait penser à peut-être aussi pour donner un outil, quelque chose d'actionnable. Je pense qu'il faut si vous avez des mentors ou des gens qui vous donnent des formations, peut-être tenter plus souvent la question qu'est-ce que je dois savoir qui n'est pas dit. Qui n'est pas dit, c'est exactement ça. C'est intéressant. Et ça me fait même penser à toi. Toi, tu es souvent approché sur le sujet levée de fonds. Oui. Et donc, bon, voilà, tu donnes des techniques, etc. Mais il y a forcément des choses qui ne sont pas dites. Ouais, mais qui sont vitales. Sont vitales. Mais comme j'ai dit aux gens, par exemple, tu ne peux pas faire une startup tech et pas avoir de CTO. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Ouais. Personne ne te le dit. Mais à chaque fois que les gens viennent, je leur dis, tu n'as pas de CTO, tu ne vas pas lever de fonds. Et pas de CTO externe. Il faut que ce soit un gars en interne, actionnaire comme toi. Et tu vois, ça, je te l'avais dit, tu m'as dit, ah bon? J'ai dit oui. Ils ne vous le diront même pas. Et ça, c'est dans les codes. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, il faut faire attention à quand tu parles, enfin, quand tu veux être dans le monde de la... Surtout que moi, je pense que dans ce podcast, si les gens nous écoutent, c'est des gens qui ont de l'ambition. En fait, plus tu as de l'ambition, plus tu veux t'élever dans des zones rares, plus il y aura des codes. En fait, si tu veux juste, comme tu dis, comme tu as décrit, tu vas à l'Aubergine Megastore, tu veux faire un truc simple, être caissier, en général, dans ces environnements-là, tu as moins besoin. Mais tu commences, plus tu veux t'élever, gagner beaucoup d'argent, être payé pas pour ton temps, mais pour ta connaissance, c'est comme une réputation. Plus ta réputation est grande, plus c'est dangereux d'avoir une tâche dessus. Plus tu es dans des métiers où la réputation compte, moins tu peux te permettre d'avoir eu certaines images avant. Donc tu vois, et c'est ça qui est dommage, c'est que je pense que personne ne le dit ça aux gens. Il y a trop de fois où, en tout cas moi dans la diaspora, je pense que c'est le pire, parce que la diaspora, le problème c'est qu'ils reçoivent un message contraire. Ils reçoivent le message, comme je disais, je t'ai parlé de mon pote déjà, Charles Monoyer, qui était l'héritier de Caterpillar. À chaque fois, Charles était capable de me dire, il me disait, il y a des choses qu'on dit à tout le monde, il y a les choses que les gens qui ont réussi se disent entre eux. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on peut te dire, tu t'habilles comme tu veux, alors que eux, leurs parents vont leur dire, ceux qui sont des familles de longue date, qui ont été au sommet, vont leur dire, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Tu t'habilles selon le contexte. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, je suis désolé, moi le premier, il y a plein de choses qu'on m'a pas appris. Parce que mes parents juste ne savaient pas. Eux-mêmes ne sont pas arrivés dans ces cadres-là. Et tu dois apprendre par toi-même. Et ce qu'on peut essayer de se faire les uns les autres, c'est de se le partager. Exactement. C'est au moins de le dire. On en revient à l'entourage. Ouais, c'est ça. C'est à l'entourage. Moi, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui, des fois même, ne se rendent même pas compte. Parce qu'il y a des trucs qu'ils ont construits dans la douleur, souvent. Tu vois, par exemple, mon pote, vraiment, avec ses dreads, Villan, ça a été long. Le jour où il a coupé ses dreads, tu sais que dans notre groupe WhatsApp à tous, on en a parlé longtemps. Parce qu'on savait que c'était lui demander de couper une part de son identité. Mais on ne voyait pas comment faire autrement. Pendant longtemps, il a réussi à les garder, il a réussi à trouver des boulots, mais c'était toujours un truc il sentait ça pesait. Tu vois. Et c'est terrible parce que ton entourage, des fois, peut te dire le truc,
Mais ils vont pas insister parce qu'à un moment, ils savent que c'est aussi un truc qui... Tu vois, l'accent notamment, qui est vraiment le truc sur lequel moi j'insiste. Moi, j'oublierai jamais tous les Chinois qui viennent de Chine. Quand moi, j'étais en cabinet de conseil, les Chinois qui venaient de Chine, qui n'ont pas grandi en France, ils étaient pas jaloux, mais ils avaient une espèce de... Je sais pas comment dire ça en français, chip on their shoulder. Ils avaient une obsession de s'intégrer. Que les autres qui ont grandi là n'avaient pas. Et ils me le disaient. Ils me disaient, non, mais me compare pas à lui parce que lui, il a grandi en France. Je disais, pourquoi? Il dit, il n'a pas mon problème de mon accent. Eux, ils prenaient des cours pour gommer leur accent. Eux, ils allaient jusqu'à... Je me souviens, il y en avait une, elle prenait des cours de culture française. Sur le vin, sur les fromages, parce qu'elle a remarqué... Et précisons que ça ne veut pas dire qu'elle est complexée. Ah non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle a identifié un game dans lequel elle veut exceller. Exactement. Et donc, elle va prendre tout ce qui... Oui. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle, ses enfants ne parlent pas chinois. Hein. Alors là, c'est dead. Elle, ses enfants parlent le bon chinois, le bon mandarin. Et chez elle, attention, quand tu viens, c'est que de la bouffe chinoise. Tu ne vas pas manger des trucs. Mais pour son game, elle faisait des choix que les gens, des fois, avaient du mal à comprendre. Hein, parce que ça paraît bizarre de te dire, tu vas prendre... Ça paraissait faux pour être vraiment... Comme tu disais, ça paraissait genre, elle fait semblant juste pour réussir. Et je me souviens, c'était pas, pour le coup, c'était pas les Noirs qui disaient ça, mais c'était mes potes arabes, ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi elle fait ça? Elle devrait pas, qui elle est, c'est très bien comme ça. Et c'était le même truc que les gens qui disaient, non, mais moi, je suis fier de parler créole. Je dis, c'est très bien. Maintenant, ça dépend ce que tu veux faire. Il y a des choses qui, des fois, nécessitent certains sacrifices. Ça dépend ce que tu veux faire, où tu veux être. Et tu peux aller ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je dis sur la banque, ça se trouve, c'est moins vrai dans les banques dans certains pays. J'imagine qu'aux Antilles, les banques sont moins chiantes qu'en Côte d'Ivoire, où on t'empêche de rentrer habillé en short. Pourquoi? J'imagine que c'est plus commun d'être habillé en short. Là-bas, c'est moins mal vu. Ici, c'est vraiment vu, je t'ai dit, comme je suis un pouilleux. Quand je viens avec mon truc, on me traite de pouilleux. J'ai l'impression. Sorti, quoi. On me laisse pas rentrer dans la banque. Je sais que ça t'avait marqué. Ah non, mais gars, toi, t'imagines ton propre argent dans la banque pour aller le chercher, on te dit comment tu t'habilles. Ah, ça. On va juste retirer tes sous. Ouais, bah, oui, tu vas à la caisse. C'est tout. En tout cas, écoute, réagir sur cette vidéo nous a permis d'explorer pas mal de choses. J'espère que les gens ont compris l'idée derrière. Et surtout, nous dire si ce concept vous a intéressé, c'est-à-dire qu'on repart sur des éléments qui peut-être ont fait beaucoup réagir et qu'on essaie d'un peu plus approfondir parce que parfois, on va un peu vite sur des sujets. Ouais. Donc, dites-nous vraiment en commentaire ce que vous avez pensé de ce format-là. Et puis, pourquoi pas, après, ça peut être un format un peu plus interactif. Ah, ça peut être des lives Insta comme tu voulais, ouais. Ouais, des lives Insta ou live YouTube, peu importe. Donc voilà. En attendant, abonnez-vous. Ah, voilà, Kaï. En 2024, c'est toujours gratuit. Yes, exactement. L'abonnement est toujours gratuit. Et puis voilà. Et puis là, ouais, lâchez des likes, lâchez des commentaires, parce que je pense que on a parlé là de sujets, je pense, peut-être où il peut y avoir vraiment beaucoup de profondeur, parce que c'est vraiment très nuancé, c'est des sujets, je pense. Et je pense que chacun va se retrouver, il a forcément vécu une situation où à minima s'est posé la question dans son environnement pro. Très vrai. Et donc vraiment avoir vos retours là-dessus, ça vous intéresse. Et s'il y a vraiment beaucoup de retours, pourquoi pas en rediscuter avec vous. Cette année, on va être un peu plus dans l'interaction. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec nous et puis voilà quoi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis oui, on ne fait jamais les trucs de youtubeurs en mode partager autour de vous. Partager autour de vous, ceux qui nous écoutent, 5 étoiles, tout ça. Vous voilà. savez, quoi. Merci la famille. On vous attend dans la tribu Telegram. Ciao. À très vite.